En fait, toute ma vie, j'ai essayé de fonctionner d'une manière, alors qu'en fait, j'étais différente, que j'étais câblée différemment. Mon cerveau était câblé différemment, mes réactions, bref, tout. Alors qu'en fait, depuis des années, j'essaye d'être un triangle, alors je suis un rond. Et je pense qu'à un moment donné, le doute a commencé à prendre de moins en moins de place à partir du moment où moi, Amandine, j'ai décidé que j'allais prendre ma place. Ça veut dire que j'accepte qui je suis, j'accepte mon hypersensibilité, je ne la remets pas en question, j'arrête de m'excuser d'être sensible, j'arrête de m'excuser pour mes émotions. J'ose prendre la parole quand on va me dire ah ouais, mais c'est parce que t'es sensible. Ça n'a rien à voir. Comment ma soeur se comporte avec ma nièce, c'est, je pense, moi, ma passion la plus rêvée que j'aimerais que tous les enfants hypersensibles au potentiel puissent avoir. C'est Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast, le second que je vais avoir la chance d'animer. Donc, si je fais des bêtises, ne m'en voulez pas, je ne suis absolument pas spécialiste de la question. Mais je voulais faire cette introduction puisque aujourd'hui on reçoit Amandine Barr, qui est une personne que j'ai commencé à suivre sur LinkedIn il y a pas mal de temps et dont je suis absolument fan de ce qu'elle fait. Son sujet principal est le SEO sur Internet, mais ce qui a attiré notre attention pour la recevoir aujourd'hui, c'est que au-delà que c'est une personne qui a l'air tout à fait fantastique, pas du tout fan qui parle, euh, c'est quelqu'un qui a commencé à s'exprimer en plus de l'aspect technique de ce qu'elle proposait sur son hypersensibilité et sur sa multi-activité puisque si je ne me trompe pas, Amandine, tu es à la fois salariée et entrepreneur, donc tu as monté ta propre entreprise, etc. Et ben, évidemment, si vous suivez Cameo, vous savez que ça a forcément titillé notre attention et on a été on a commencé à suivre Amandine du coup avec encore plus d'attention qu'avant. Et on a été plus que ravis, enfin j'ai été plus que ravie quand elle a accepté de venir raconter un petit peu son parcours et son histoire au micro de Cameo. Donc voilà, on la reçoit aujourd'hui. Je vais essayer de calmer mon excitation. Je vais essayer de rester professionnelle. Surveille, surveille. Je ne promets rien, je ne promets rien, mais avant de donner la parole à Amandine, je veux juste expliquer pourquoi je suis aussi contente de la recevoir, parce qu'elle ne le sait pas non plus, Euh, puisque c'est la première fois qu'on échange ensemble. Mais c'est quelqu'un que j'admire particulièrement parce que c'est une femme qui a réussi à percer dans un milieu extrêmement technique, dans un milieu assez macho. LinkedIn, pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui s'y sont confrontées, vous savez que c'est pas évident, et qui a réussi à le faire en étant elle-même, en étant très très consciente de sa manière de fonctionner, en tout cas sur ce qu'elle donne à paraître, en parlant de son hypersensibilité notamment. Et pour moi qui approche de la quarantaine et qui est toujours en train de faire ce travail, est toujours en train d'accepter cette dualité en moi, je suis absolument fan de voir ce qu'elle arrivait déjà à faire à son jeune âge. Je suis désolée Amandine, mais pour moi t'es une petite jeunette. T'inquiète, on me demande encore ma carte d'identité des fois. Ah. Et on me l'a demandé une fois pendant le Covid avec le masque, mais j'étais trop contente. Bon, ok, j'avais un bonnet, j'avais un bonnet, on voyait pas les cheveux blancs et j'avais un masque, mais ça m'a fait trop plaisir. Toujours est-il que voilà, je trouvais ça hyper intéressant de te recevoir aujourd'hui pour comprendre un petit peu et explorer avec toi justement ton parcours, les épreuves et les choses que tu as traversées pour arriver justement à assumer qui tu étais et bah, comment ça s'est passé pour toi. Donc voilà pourquoi on se rencontre aujourd'hui et pourquoi c'était très important pour moi d'être là pour cet échange parce que j'ai trop hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup, ça me touche énormément et particulièrement puisque ça a été aussi un tournant dans mon activité de me dire, ok, est-ce que je communique sur mon hypersensibilité, est-ce que je communique sur ma multipotentialité et tous les clichés que ça peut attirer autour, est-ce que je mène cette bataille-là? Et vu que c'est une bataille que je mène depuis que je suis là, hein, je me suis dit que voilà, il fallait aussi que j'arrive à l'intégrer dans ma communication à un moment donné. Donc ça me fait vraiment plaisir que ça ait résonné en certaines personnes, notamment en toi. Et ça me fait très plaisir, en tout cas, d'être avec vous, de parler de ce sujet. J'en ai rarement parlé en podcast, donc c'est pour ça aussi que ça me faisait vraiment plaisir de commencer d'en parler avec vous, connaissant ce que Super. vous faites.
Bah, merci beaucoup de ta confiance déjà. On espère qu'elle sera tenue jusqu'à la fin. Pas de pression. Zéro pression. Du coup, est-ce que, alors moi j'ai présenté pourquoi j'étais absolument ravie que tu sois là, mais est-ce que toi tu veux te présenter déjà en quelques mots, expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, le micro est à Carrément. toi. Carrément, merci. Du coup, moi, c'est Amandine, j'ai 27 ans depuis peu. Je suis dans le monde du référencement, donc du SEO, soit référencement naturel, depuis 7 années environ. Je suis salariée et en même temps, je suis entrepreneur. J'ai toujours fait plusieurs choses à la fois, donc ça faisait sens pour moi de faire plusieurs choses en même temps. L'entrepreneuriat s'est présenté à moi très très jeune, mais c'est vrai que j'avais pas de modèle dans mon entourage qui me disait que c'était la voie que je pouvais suivre. Donc je suis passée par un parcours assez classique. Je suis partie en études, j'ai fait un master. Je suis beaucoup ennuyée pendant mon master, donc je faisais beaucoup de choses à côté, notamment du référencement déjà sur pas mal de petits blogs. Et en fait, un jour, m'a montré que c'était possible d'entreprendre et qu'on n'avait pas que la voie du salariat qui existait. Et je me suis dit, ah ok, est-ce que c'est un truc que j'aime bien, c'est un truc que je peux essayer de faire, etc. J'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn au début, plus parce que je trouvais ça très fun. En fait, à l'époque, de me dire, je suis en train de publier sur un réseau où à la base on balance son CV, ça n'a aucun sens. Et pour autant, je suis sûre qu'il y a des gens qui en ont marre de voir des CV et des offres d'emploi sur ce réseau. Et je pense que LinkedIn, peut-être aux US, c'était déjà très développé en tant que réseau social, mais LinkedIn en France à l'époque, c'était vraiment cherche stagiaire, cherche aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à publier et par la seule intention en fait de me dire, je fais du référencement, c'est un monde qui est très mystique, qui est vu comme très un peu c'est des secrets gardés, c'est tu comprends pas vraiment, c'est compliqué, c'est inaccessible. Et en fait, moi, j'ai toujours fait du SEO de manière très accessible et très simplement, et j'ai jamais trouvé ça très complexe. Je me suis dit, mais pourquoi? Moi, je trouve ça simple et tout le monde en parle d'une manière si difficile. Et pourquoi tout est aussi compliqué d'avoir une réponse sur ce sujet? Et j'ai démarré en me disant, bah, allez, c'est parti, je vais partager ce que moi j'apprends au quotidien sans intention. J'avais pas de business à l'époque, j'étais salariée, j'étais même, je crois, quand j'ai commencé, j'étais en alternance. Je me suis vraiment dit, bon, bah, j'essaye en fait, on verra. Euh, et petit à petit, en fait, ça a pris et ça a pris, ça a tellement pris que les gens sont, en fait, quand on me disait, Amandine, j'ai enfin compris ce que c'était le référencement. Bah, moi, ça me faisait plaisir, ça me faisait passer des Tu bonnes m'étonnes. journées. Je me disais, ah, c'est cool. Genre, ça veut dire qu'il y a une personne là, au moins dans la journée, je lui ai enlevé une petite épine. Et vu que j'ai toujours voulu, d'une manière ou d'une autre, aider les autres, sans vraiment savoir quel métier j'allais faire, c'est toujours très difficile de savoir quel métier profondément on veut faire. Mais je savais que je voulais aider, faciliter, rendre accessible. Donc, ça marchait bien. Et j'ai fini par créer ma marque au bout d'un moment qui s'appelle le SEO sans migraine, euh, qui a pour but de rendre le SEO plus simple, que ce soit à travers des formations, des accompagnements, de la newsletter gratuite que j'ai. Et je publie toujours énormément de contenu accessible, qu'importe à quel point parfois ça peut déplaire. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette présentation qui est, je pense, qui va faire écho chez beaucoup de gens chez nous. Il y a quelques petites choses que tu as dit du genre un master dans lequel je me suis beaucoup ennuyée ou Ouais, ouais. je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous. Mais tu as Mm. réussi à aller jusqu'au bout quand même sur Alors, ce. je suis allée jusqu'au bout et vraiment, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont supportée pendant cette période. Je pense à tous les intervenants, aux profs que j'ai eus qui m'ont supportée alors que j'étais vraiment insupportable parce que, euh, vu que je m'ennuyais énormément et que j'avais besoin de faire plusieurs choses en même temps, qu'il y avait certaines règles que je comprenais pas, que je ne respectais pas, j'étais particulièrement. On pouvait me catégoriser d'insolente, alors qu'en fait, c'était juste que je ne comprenais pas. Donc, je posais beaucoup de questions. Un classique, je pense que je me suis fait mettre dehors plusieurs fois parce que je ne comprenais pas pourquoi je devais rester dans une salle pendant 6 heures si j'avais terminé en 2 heures. Et l'argumentation en face, c'était c'est parce que c'est comme ça. Et de- depuis toujours, moi, quand on me dit parce que c'est comme ça ne fonctionne pas je ne m'explique pas et que je ne comprends pas, je ne vais pas respecter cette règle. Donc,
Oui, j'ai tenu jusqu'au bout mon bac plus 5, mais je pense parce que j'ai eu des gens qui ont été très patients. Et comment tu as fait ce choix de ce master? Parce que tu dis que même pendant que tu faisais ce master, tu as dit une phrase, tu as dit je ne savais pas forcément quel métier je voulais faire. Mm. C'est ça? Ouais, alors j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par faire un bac pro commerce parce que tous les autres bacs me plaisaient pas. Donc je me suis dit, ok, au moins, peut-être qu'il y aura un peu plus de pratique que théorique si je vais dans le pro. Et commerce, au pire, ça m'ouvre des portes. Vraiment, ça a été un choix, c'était plutôt par entonnoir. Je me suis dit, bon, bah on va aller voir. Du coup, ça m'a pas trop plu. J'ai fait après, je me suis dit, ok, je change complètement de milieu. Je vais faire un BTS banque, finance, assurance. Je me suis dit, ok, c'est un milieu qui m'intrigue parce qu'il reste complexe et un peu mystique aussi. Donc, je vais aller essayer de comprendre ça. Donc, c'était horrible, mais j'ai tenu 2 ans. C'était intéressant, mais en fait, c'était pas mon milieu. J'ai essayé aussi de le faire en alternance et j'aimais pas le métier en agence bancaire. Comment la posture d'un conseiller face à des clients, ça marchait pas avec ma sensibilité et mon empathie. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il me reste quoi là. Et par pur hasard, je m'entendais super bien avec un prof. Je me suis déjà beaucoup plus entendue avec les adultes que les gens de mon âge. On se connectait beaucoup plus. Il me dit, bah, essaye de faire une licence communication. Enfin, tu verras si ça te plaît, c'est plus large. Là, je me lance dans une licence communication, marketing, un peu fourre-tout, mais digital. Et ça me plaît un peu plus parce qu'il y a un peu plus de créa, c'est un peu plus polyvalent. Et c'est à ce moment-là où en fait on parle de référencement, donc de SEO, et c'est à ce moment-là que je comprends qu'en fait moi le SEO j'en fais déjà depuis un moment toute seule de mon côté, parce que j'écrivais déjà beaucoup, j'essayais de faire des sites internet et j'essayais de m'intéresser. Je me disais ok, si demain moi je fais un petit site internet, pourquoi ce site-là il se positionne mieux que le mien? Et Mm. donc, j'ai commencé à essayer de remonter et c'est là qu'on m'a dit, mon Dieu, ça s'appelle du référencement, bienvenue. Et Tu as qu'à réinventé l'époque, l'eau chaude. c'est ça, j'étais en mode, ah, c'est un nom, waouh, voilà. Donc, c'est très, très cool parce qu'au final, je me dis, ah, mais en fait, ce que j'aime faire à côté existe. Donc, déjà, c'était rassurant. Mm. Et c'est parce qu'en fait, à côté à côté de mes études, j'avais monté un petit business de car wash où je venais nettoyer la voiture des gens chez eux parce que je trouvais ça super cool. J'adorais. À l'époque, je sais pas, je m'étais pris de passion pour le nettoyage de voitures. Voilà, il y a plein de techniques pour nettoyer des voitures. Et j'ai tombé sur une chaîne YouTube d'un Québécois qui détaillait ces techniques. Je me suis dit, mais waouh, c'est trop cool ce que tu fais. Et donc, je me suis dit, moi, je vais faire des petites affiches et je vais nettoyer les voitures de tous mes voisins et tout. Voilà, donc bref, déjà la fibre entrepreneuriale un peu en mode je Carrément, monte ouais. un business, je propose une offre, voilà. Et donc j'essayais de faire connaître mon petit business. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du référencement. Et après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, c'est que je suis tombée dans une alternance, donc toujours dans ma licence, où à la base j'ai été recrutée en tant que business développeur. Donc c'était ni plus ni moins. J'étais en mode, bon, on verra. Je sais pas trop si je vais aimer. C'était des appels vachement à froid où je devais appeler les gens pour leur rendre des trucs. Ça m'a pas trop plu. Mm. J'étais bien, j'étais douée dans ce que je faisais parce que j'arrivais à connecter avec les gens très facilement et je me faisais pas refouler. Mais pour autant, le métier me plaisait pas. Et j'avais un manager à l'époque qui s'appelle Florent, avec qui je travaille toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui m'a dit, mais Amandine, je pense que t'es bonne en business developer, mais je crois vraiment qu'on devrait te mettre au pôle marketing et référencement. Je lui dis, ah bah ouais, alors moi aussi j'en fais déjà à côté. Donc, et là, c'était le début de l'autoroute en fait. À partir du moment où j'ai juste eu une personne à un moment donné qui m'a tendu la main et qui m'a dit, en fait, je pense que tu es très douée là-dedans, mais il faut juste qu'on puisse t'autoriser à le faire à Ouais. full time, entre guillemets. Ah, c'était parti, quoi. J'étais en mode, ah bah ouais, c'est ça que je vais faire. Ah ouais, j'aime trop. Et après, j'ai enchaîné, j'ai continué mes études là-dedans. À l'époque, c'était master marketing, où il y avait une toute petite branche SEO, mais c'est pas grave, parce que même s'il y avait une heure, moi, ça me plaisait. Et aussi parce qu'il y avait ce cliché de si tu veux pouvoir te permettre d'avoir un avenir professionnel et même un avenir confortable, il fallait avoir un diplôme, il fallait avoir Mm. des études. Moi, c'était quelque chose de très important pour mes parents. Ils me disaient, écoute, nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir accéder à l'école, c'était trop cher, c'était si. Donc, on veut te donner ce moyen-là, vas-y à fond. Donc, je l'ai un peu plus fait pour eux que pour moi. Mais en me disant, dans tous les cas, je pense que j'apprendrai des trucs. Et un jour, je suis tombée sur une annonce.
j'avais envie de changer d'alternance. Je voulais voir un peu quelque chose de différent, mais toujours dans le monde du référencement. Et j'ai vu une petite start-up, quatre pimpins, qui ont mis une espèce de petite annonce sur Word en disant ouais, voilà, on sait pas comment, mais on aimerait se faire connaître. Du coup, on cherche quelqu'un qui sait faire ça. Et ils étaient l'annonce c'était couteau suisse. On a besoin de quelqu'un qui sait faire plusieurs choses en même temps et qui aura pas peur d'aller mettre ses mains dans des trucs qu'elle connaît pas. Et je me suis dit ah ouais, bah ça c'est une alternance qui me plaît. Et je pense que c'est ce qui m'a permis en tout cas de vraiment beaucoup plus m'épanouir professionnellement parce que je suis arrivée dans une boîte où ils m'ont dit écoute, bah, nous on sait pas faire, mais toi tu as l'air de savoir. Donc ça c'est le budget qu'on peut te donner et tu fais ce que tu veux, ta carte blanche. Pour la première fois en fait, je me suis sentie bien parce que je me suis dit waouh, je peux faire les choses de ma façon. Et c'était aussi inspirant d'être entourée de ces personnes-là qui avaient arrêté l'école pour lancer leur boîte. Et en fait, je me suis retrouvée sans savoir dans une boîte où il y avait que des multipotentiels. Et c'était la première fois que j'étais en contact avec des multipotentiels. Et donc ça a été une grosse claque parce que je me suis dit waouh, des gens qui sont comme ça aussi. Genre, je suis pas folle, je suis pas un alien, je suis pas toute seule. Mais pour autant, je fonctionne quand même pas de la même façon. Et voilà, donc ça a été gros apprentissage. D'accord, c'est super intéressant, effectivement, et beaucoup de bonnes rencontres, on va dire, Ouais. qui t'ont aidé à avancer. Et tu as l'air, enfin, quand tu parles de ton parcours, tu as l'air d'avoir été consciente hyper tôt que tu fonctionnais pas forcément comme les autres. Euh, mais on a l'impression quand on parle, alors je sais pas si c'est le cas, c'est pour ça que j'aimerais bien te poser la question, c'est que moi j'ai eu conscience très très tôt que je ne fonctionnais pas comme les autres, mais par contre j'ai essayé pendant très longtemps de le cacher, de me faire passer pour quelqu'un qui fonctionnait comme les autres. Est-ce que toi tu as vécu ça ou on n'a pas l'impression en fait que enfin tu l'as peut-être vécu, hein, mais on a l'impression que ça n'a pas fonctionné avec toi. J'ai toujours su que j'étais différente, très 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 petite, parce que j'avais pas les mêmes besoins, j'avais pas les mêmes intérêts, et j'avais pas les, ouais, je m'entendais pas avec les gens de mon âge. Donc même si j'essayais fort 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 et que Très très fort. j'essayais de me calquer un peu sur eux en faisant preuve beaucoup d'intelligence émotionnelle, en me disant ok, bah eux ils aiment ça, donc moi je vais essayer d'aimer ça. Eux ils fonctionnent comme ça, donc je vais essayer de fonctionner comme ça. Donc j'ai essayé pendant beaucoup d'années, en fait, de me calquer sur le comportement des autres et sur ce qu'ils aimaient, sans savoir qu'au fond j'étais en train de m'épuiser. Mais avant de le réaliser, il faut quelques années. Et si j'en ai souffert pendant très très longtemps, parce que je me sentais très différente, comme un alien. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas pourquoi moi je suis comme ça. Et je sens profondément que les autres sentent aussi que je suis pas pareil, hein. Mais on sait pas encore quoi mettre sur le truc, mais on sent qu'il y a voilà, il y a un truc qui est Un différent. décalage. Et ça m'a pesé très très longtemps ce décalage. Il m'a pesé, il m'a fait me. J'ai du coup été toujours particulièrement solitaire, ou alors j'avais très peu d'amis, puisque en fait je me connectais avec très peu de gens, mais quand je me connectais, voilà, ça me faisait du bien. Voilà, c'est en mode ok, moi j'ai pas besoin d'avoir énormément d'amis, j'ai pas besoin d'être populaire, je m'en fous un peu, je m'en suis, c'est vrai, toujours foutu un peu du regard des autres. Et enfin, ça a pris du temps avant que je m'en foute, mais j'ai réussi à le faire plutôt tôt. Et en fait, un jour, ça me pesait tellement que je suis allée de mon point gris, je crois que j'avais 18 ans, je suis allée chez un psy en lui disant, en fait, je viens aujourd'hui, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est juste que j'en ai marre de me sentir toute seule et je me sens comme un alien et j'aimerais savoir ce qui cloche chez moi. Et bon, hasard, pas hasard, j'avais même pas fait gaffe, mais en fait, j'étais chez un psychologue qui était spécialisé en multipotentialité, en HPI. Et c'est cette personne qui m'a dit, après 3, 4 ou 5 séances, je me rappelle un jour, il m'a dit, Amandine, viens, assis-toi, il faut qu'on parle et tout. Il m'a donné un livre, il m'a dit, voilà, donc ça, ce livre, tu vas le lire. Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait Hypersensible et heureux, le livre. Et en fait, il a commencé à me dire, voilà, donc tu n'as rien qui cloche chez toi. Déjà, on va enlever cette idée de ta tête. Et il me dit, voilà, accroche-toi, ça va être un peu émotionnel, ça va peut-être te chambouler, mais je vais te parler d'un fonctionnement et je vais te parler d'une catégorie de personnes qui s'appelle les hauts potentiels, les multipotentiels. Et je pense que c'est quelque chose que tu ne connais pas, mais que pourtant tu es. Et cette personne m'a beaucoup accompagnée à me faire comprendre quel était ce sujet. Pourquoi, entre guillemets, j'étais dans cette
catégorie, je mets des gros guillemets. Euh, et en fait, je suis passée par plusieurs phases. Au début, j'ai eu un soulagement monstrueux. Je me suis dit, waouh, en fait, toute ma vie, j'ai essayé de fonctionner d'une manière, alors qu'en fait, j'étais différente, que j'étais câblée différemment. Mon cerveau était câblé différemment, mes réactions, bref, tout, mes envies, mes besoins. Alors que, en fait, depuis des années, j'essaye d'être un triangle, alors je suis un rond. Alors, j'ai eu un gros, ouais, un gros truc de soulagement. Et après, j'ai eu la grosse phase du déni. Mais alors, le déni total, parce que pour lui, il y avait une notion de douance, l'âge de surdouance. Et ça a été très difficile pour moi d'accepter ça. En fait, j'étais en mode, il m'a fait passer beaucoup de tests de QI, beaucoup de tests sur la multipotentialité, etc. Euh, ce avec quoi j'étais d'accord, hein, parce que j'étais très curieuse. Et en fait, pour moi, c'était impossible de me dire que j'étais surdouée. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Pourquoi moi? Enfin, je ne suis pas. Enfin, ok, j'ai un fonctionnement différent, mais pour autant, j'ai pas envie d'être surdouée. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la notion de surdouance, mais beaucoup plus à l'aise avec la notion de multipotentialité. Mais à l'époque, c'est vrai que je pense pendant une belle année, j'étais en déni de tout ce qu'on me racontait sur ce sujet-là et sur ce que je pouvais être. Ça a été très long avant que je me dise, bah oui, en fait, genre, écoute, c'est pour toi depuis toujours, on va arrêter de faire semblant. Genre, à un moment donné, tu vois tes facilités dans certains trucs, tu as toujours eu les choses devant toi, il y a déjà des gens qui t'en ont parlé plusieurs fois, moi, il y a des professeurs, beaucoup, et j'ai beaucoup de chance sur ça. Les professeurs qui parfois nous disent, écoute, Amandine, je pense que tu as des capacités légèrement supérieures à celles que tu penses, ou à ce qu'on appelle la moyenne. Je t'en mode, ah ok, il me dit, voilà, est-ce que tu devrais peut-être voir pour te renseigner sur ce sujet-là? Je t'en mode, ah ok, mais pour autant, je t'en mode, non, pourquoi? Pourquoi moi? Donc non, je peux pas. Donc ça s'est présenté de manière un peu... En fait, c'était difficile, c'était beaucoup de souffrance, mais pour plus tard être un soulagement. Mais au début, il y était beaucoup dans le combat. Je me disais, mais ça veut dire que... Ça voulait dire aussi que j'étais différente. Et je n'avais plus le choix que de l'être. C'est-à-dire que là, ça pouvait plus être un petit truc dans ma tête ou un petit sentiment de... Ok, je me sens en décalage, mais bon... non, là, c'était... On peut faire. Ouais, tu sais, je peux arriver à gérer ça quand même, tu vois. Et donc, c'est présenté à moi, effectivement, tout ce monde. Et après cette année de combat, il y a eu une année où je me suis dit, en fait, c'est devant moi et je n'ai plus le choix que de l'accepter. En fait, c'est juste, c'est qui je suis, ça fait partie de qui je suis. Et plutôt que de le rejeter, rejeter cette partie de moi, je vais juste l'accepter et on verra où ça me mène. On verra comment et ce par quoi je vais passer. Donc, je suis toujours dans cette phase aujourd'hui d'acceptation. C'est beaucoup plus facile pour moi depuis 2 années seulement. C'est long encore. C'est encore des sujets. Tu vois, par exemple, des fois, on va me parler, pas dans une soirée, on me dira, oh, mais toi, t'es sur deux. Et je vais être en mode, encore sur la retenue, sur ce sujet-là, par rapport à tout le cliché que ça peut avoir autour ou cet aspect de me sentir supérieur aux autres. Tu vois, en fait, ce qui me dérange, je pense, dans le mot, c'est le sur. Qui tout de suite te met dans un truc de dualité plutôt que de fonctionnement différent et de complémentarité. Voilà. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que moi je vais pas dire que je suis passée par les mêmes étapes parce que j'ai pas fait j'ai pas eu cette découverte là dans les mêmes circonstances que toi. Mais je me souviens quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai pas cru la psy. Je me suis dit non mais elle est sympa, elle essaye d'être sympa avec moi, mais elle ment. Tu as menti là. Alors qu'en plus, on sait quand les gens ils mentent et on sait quand ils mentent pas. Mais c'est ça, et puis surtout, c'était écrit noir sur blanc, mais en fait, je ne lisais que les trucs qui m'intéressaient, en fait. Ouais, vraiment. Et que les trucs où c'était, bah, tu vois, non, là, ça peut pas. J'ai cette partie-là, elle marche pas comme les autres, regarde, ça va pas. Ouais, trouver les raisons que ça marche pas. C'est ça. Et oui, les clichés qui ressortent. Mais alors, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais moi je l'ai aussi sur Multipotentiel et je me prends souvent la tête avec mon conjoint parce que des fois, pour rigoler, donc je sais que c'est pas méchant et que c'est absolument pas, mais des fois il me dit bah alors, je croyais que t'étais multipotentiel, tu sais pas faire ça? Je fais oh, on redescend.
Et je pense que ça va, que ça vient de la part de ton conjoint. Parce que moi, Oui. ça viendrait de quelqu'un d'autre, que quelqu'un de proche ou de mes amis qui peuvent me taquiner. Je pense que pendant 1 heure, je dis assis-toi, on va parler. C'est marrant quand même que cette notion de surdouance puisse gêner. Moi, j'ai ma petite théorie, vous me dites ce que vous en pensez. Je pense qu'on attache facilement, rapidement, la notion de valeur à l'intelligence, en fait. Ouais. Et quand on nous dit qu'on est surdoué, pour nous, on nous dit qu'on a plus de valeur que les autres. Et je pense que notre hypersensibilité, notre empathie avec les autres, qui fait que je pense, c'est pas des choses qui nous viennent naturellement. On n'est pas là, oui, on est meilleur, etc. C'est pas la notion de QI qui nous parle de chiffres en disant parce que tu as un QI qui est plus élevé, tu es une meilleure personne qu'une autre. Je pense qu'il y a aussi ça, cette notion de. On attache facilement la notion de valeur, quoi. Et c'est dérangeant Mm. Ouais. d'entendre ça. Et puis, je pense, dans la notion de surdouance, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est vachement relié à plutôt l'intelligence pure, un peu Mm. presque l'intelligence mathématique, Mm. mais on ne pense pas à tous les autres types d'intelligence. C'est vraiment focus sur ton QI, limite. On C'est ça. Ah, parle mais c'est ça, que oui. de ça et que de ta facilité voilà, à être dans l'opérationnel, mais on ne parle pas de l'intelligence envers les autres, l'intelligence émotionnelle, tous ces autres panels en fait d'intelligence, et c'est pas, pour moi, ils sont pas encore bien inclus dans l'aspect de surdouance. Complètement. Et c'est pour ça que je pense que j'ai du mal à me dire surdoué. Et moi, Mm. c'est marrant parce que j'ai une autre, j'ai une autre théorie sur pourquoi on n'y arrive pas. Oui. Moi, ma théorie, c'est que, en fait, je sais plus comment s'appelle cette courbe, vous savez, là où il y a, quand on fait un apprentissage, tu as le pic de machin, la vallée de l'humidité, Ouais. machin, etc. Et en fait, je pense que, malgré tout, le fait d'avoir ce côté multipotentiel, de s'intéresser à plein de choses, d'avoir cette capacité de comprendre, etc., on se rend compte de la quantité de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, c'est Oui, hyper dur de te dire qu'en fait, tu es censé être plus que les autres. ouais. Parce qu'en fait, tu te rends compte de l'immensité du savoir qui est pas accessible, en fait. Là où d'autres personnes, peut-être, quand elles sont peut-être spécialistes dans leur truc ou elles ont moins cette capacité d'intérêt à ce qui se passe autour, etc., vont moins se rendre compte de l'immensité et de la quantité de choses qui ne sera jamais accessible, en fait. C'est ça le pire, c'est que tu te dis, Mm. Mm. tout ce savoir est là et jamais j'y accéderai. Je peux pas être plus intelligente que les autres, parce que si j'étais plus intelligent que les autres, ben, je Je sais. accéderais à tout. Mm. Tu vois. Et c'est vraiment marrant que tu me dis ça parce que c'est dans ma période de rejet de cette information. En fait, comme je te disais, j'ai la chance, moi, dans mon quotidien, j'ai eu la chance dans mon quotidien de partager 5 années avec un entrepreneur, donc c'était mon patron, et c'est encore mon patron aujourd'hui, qui lui est multipotentiel, mais qui est multipotentiel à l'opposé de moi. Mhm. C'est-à-dire que potentiellement, lui va être très axé QI, chiffres et vraiment le cliché de la douance, mais pour autant, sur la partie émotionnelle, il est très nul. D'accord. Ouais, il est très très nul, quoi. Genre, c'est un truc, empathie, tout ça ne fonctionne pas, quoi. Genre, il est pas sensible. Et du coup, D'accord. comme j'ai été beaucoup confrontée à plusieurs types de profils qui sont multipotentiels, notamment ceux qui sont très intelligents, plus pour la partie intelligence pure, mais pas sur la partie émotionnelle, sensibilité et tout, je me disais, mais moi, j'ai l'impression que je suis pas une quiche, mais je suis pas sur un truc de QI spécifique. Par contre, sur la partie émotionnelle humaine, conscience de soi, conscience des autres, etc., c'est là où j'excelle. Et donc, je me disais, mais si ça, du coup, moi, ma douance, elle a pas de place. C'est comme si elle avait pas de Mhm. légitimité, parce qu'elle était pas, j'étais pas les deux. Et J'étais pas plus valorisé. humain que chiffre, et etc. Et du coup, je me disais, bah, non, lui, oui, ça marche. Lui, il Lui, est c'est bon. surdoué. Voilà. Oui, ça, mais moi, bah non, puisque j'ai pas toute cette partie-là. Voilà. Et du coup, quand tu as grandi, donc quand tu as fait toute cette découverte personnelle, hein, tout ce cheminement Ouais. qu'on fait, comment ça s'est passé dans ton entourage, tes parents? Parce que tu nous as beaucoup parlé des profs, etc. Mais tes parents, comment ils ont vécu ces questionnements, le fait que tu ailles à 18 ans toquer à la porte d'un psy, comment ils l'ont vécu? Alors, alors mes Si tu veux en parents, parler. non, mais carrément, mes parents, je pense qu'ils ont toujours été un peu surpris depuis que je suis arrivée, puisque ils m'ont dit, mais en fait, on n'a jamais eu vraiment besoin de t'éduquer. Enfin, on t'a plus suivi, voilà, on t'a soutenu. Mais effectivement, ils étaient surpris. Après, effectivement, pour eux, tout ce qui était hypersensibilité, douance, etc., c'était vraiment pas un sujet
sur lesquels ils étaient formés, éduqués, et même pas un truc qui leur en avait parlé. Et pour eux, le cliché de la personne surdouée, ça va être quelqu'un qui est en avance scolaire. Par exemple, voilà. Donc, c'est vrai qu'ils l'ont pas détecté. Par contre, ce qu'ils ont détecté, c'était plus que j'étais un profil voilà, vachement plutôt isolé, plutôt solitaire, que j'avais besoin d'énormément de moments seuls, que je ne pouvais pas être au contact des autres trop longtemps, puisque j'avais besoin de mes moments à moi pour me recharger. Que, par exemple, ça c'est un truc qui a été très difficile dans mon parcours scolaire, mais je n'arrivais pas à faire une semaine entière de cours. D'accord. Parce qu'en fait, être du lundi au vendredi de 8h à 17h, ça ne marchait pas. Mes batteries étaient mortes. Du coup, souvent, je voulais un jour de cours en accord avec mon papa, pas avec ma maman. C'était un petit truc entre nous deux. Voilà. Sensible. Et du coup, je lui disais, mais papa, là, ça marche pas. Je peux pas aller voir les autres aujourd'hui. Et il me disait, ok, n'en dis pas plus. Tu restes à la maison. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait, d'avoir des parents qui ne comprenaient pas pour autant ce sujet, mais qui étaient assez à mon écoute pour, quand j'avais un besoin, le respecter, qu'importe à quel point ça pouvait les mettre dans la panade, parce que les systèmes scolaires, ça tape pas content. Elle est jamais là, tel jour, elle manque au moins un jour de cours par semaine, on ne comprend pas pourquoi. Et les cours, à l'époque, je pense, n'étaient pas vraiment aussi adaptés. Je l'ai vu dans toutes les années que j'ai pu faire. Effectivement, c'était pas adapté à mon profil, que ce soit sur comment les heures sont réparties ou les programmes en eux-mêmes. Ça a toujours. J'ai beaucoup été en souffrance aussi par rapport à ça. Souvent, je terminais les trucs beaucoup plus tôt. Enfin, voilà. Du coup, même quand je suis allée chez le psy, je leur ai plus dit en mode non, voilà, je vais faire ça. Parce que vous savez, je me sens différente, mais je sais pas comment. Je pense que vous non plus, donc je vais aller voir. Et ils étaient en mode ok, vas-y, fais. Et toute cette période où j'ai appris mon hypersensibilité, ma multipotentialité, potentiellement ma douance, etc. C'est vrai que vu que j'ai eu cette période de rejet, j'en ai pas parlé. J'ai lu beaucoup de livres. Ah ça, j'ai posé tous les livres possibles sur le sujet. J'allais toutes les semaines en acheter. Mes parents étaient très choux parce qu'ils m'en ramenaient aussi quand ils en voyaient que... Ils me disaient, on sait pas trop pourquoi tu t'intéresses à ça, mais écoute, celui-là, t'as pas l'air de l'avoir lu. Et du coup, C'est trop mignon. Ouais, j'étais soutenue, même s'ils comprenaient pas. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et il y a un jour où je me suis dit, ok, il faut que je leur explique ce que je suis, qui je suis. Donc j'ai pris, je pense, 3 semaines, j'ai écrit une lettre que j'ai refait des millions et des millions de fois. Et à l'époque, j'habitais déjà plus chez eux, etc. Donc je leur avais glissé discrètement la lettre. Et dedans, je leur expliquais, voilà, comment en fait je me sentais. Qu'est-ce que c'était la multipotentialité, l'hypersensibilité. Je leur avais acheté aussi des livres pour qu'ils se renseignent sur le sujet avec la lettre. Je leur expliquais qu'est-ce qui m'avait fait souffrir, en fait, dans mon enfance ou dans mon parcours scolaire. Pourquoi j'avais eu aussi, parce que j'ai eu une période beaucoup plus collège-lycée, où j'ai fait beaucoup d'anorexie liée à mes émotions, liée surtout à mon incompréhension de mes émotions et l'incompréhension des autres sur qui j'étais. J'ai une petite période aussi d'harcèlement scolaire qui est expliquée beaucoup par ma différence, que je comprends beaucoup mieux aujourd'hui. Et j'ai même eu la chance de parler avec les personnes qui avaient été acteurs dans cet harcèlement et qui m'avaient expliqué qu'est-ce qui avait pu être déclencheur, etc. Et c'était vraiment ce sentiment de différence et vraiment de... En fait, on était en dualité. Donc, je leur expliquais aussi pourquoi voilà, il y avait eu ces années d'harcèlement scolaire qui, eux, ne savaient pas, parce qu'à l'époque, je n'en avais pas du tout parlé. Pourquoi ça avait été quelque chose de compliqué, pourquoi j'avais fait la démarche d'aller chez un psy, quelle était en gros, pourquoi je voulais guérir de ces événements, et surtout qu'aujourd'hui, j'avais besoin qu'ils comprennent qui j'étais et d'accepter cette multipotentialité que je pouvais avoir. Et je pense qu'ils ont eu plusieurs réactions. La première, ça a été OK, on a loupé ça. Genre, Toujours difficile pour un OK. parent. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris potentiellement que oui, il y avait eu pendant 5-6 années, j'avais été harcelée. Donc déjà, ils étaient, je pense, en colère contre eux de ne pas l'avoir vu. Mais je pense que quand un enfant veut cacher des choses, il sait très bien le faire. Et moi, j'étais très douée là-dedans pour ne pas leur montrer que ça allait pas ou qu'il y avait des signes alarmants. Ensuite, ils ont été dans la recherche d'informations. C'est-à-dire
commencé sur France 2, je sais pas si vous connaissez, il y a une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, Ouais. animée par Christine. Et il y a un moment donné où effectivement elle a fait une partie sur l'hypersensibilité, la multipotentialité et la douance. Et en fait, ma mère, elle s'est dit, bah moi je vais tout regarder. Et après, elle a donné tous les clichés, mais après elle allait regarder la série HPI aussi. Et après, elle a commencé à regarder des vidéos YouTube, puis des conférences TEDx, puis elle a lu pas mal de livres, mon papa aussi. Et en fait, ils se sont dit, d'accord, en fait, on comprend beaucoup mieux tout. Genre, on comprend tout. Genre, qui tu es, Ça fait sens maintenant. pourquoi t'es comme ça, etc. Et après, il y a une deuxième partie, c'est que ma mère, elle s'est dit, ah ouais, mais en fait, moi, je me suis reconnue dans les livres aussi, dans l'hypersensibilité, dans la multipotentialité. Et du coup, elle a eu, après elle, sa phase de quête d'acceptation personnelle. Et mon papa, sur son hypersensibilité, il s'est dit, mais c'est pour ça que je pleure tout le temps. C'est là qu'on se rend compte que les chiens font pas des chats. Du coup, ce qui est très cool, c'est que ça m'a permis, pour la première fois aussi, d'accéder à un niveau de relation avec mes parents que je n'avais jamais eu jusqu'à présent, que je considérais quand même toujours un peu dans la superficialité, mais on se parlait pas vraiment des choses, ni des émotions, ni de qui on était. Et dans cette lettre, c'était un peu mon appel à l'action. C'était, voilà, ici, on recommençait d'une manière différente. Voilà. Est-ce que on n'apprendrait pas à se connaître autrement maintenant qu'on sait qui est qui? Voilà. Et donc, ça m'a permis d'avoir une super belle relation jusqu'à aujourd'hui avec mes parents, qui me soutiennent beaucoup dans mes projets, qui me soutiennent énormément dans ma sensibilité, mon hypersensibilité, dans ma multipotentialité et dans tous ces sujets. On m'envoie toujours je crois une fois par semaine, ils m'envoient des petits trucs en mode ah, t'as vu, ils nous parlaient de ça dans cet article. Voilà. Et du coup, ouais, alors là, je suis très intéressée parce que maman. Ouais. Donc, ça ressemble à quoi un parent qui soutient? Parce que la mienne, elle est petite encore. Donc, Ouais. donc et je sens, tu vois, je sens que les chiens Ouais. font pas des chats et je sens que, voilà. Ouais. Voilà, alors, on parle beaucoup de plein de choses, on la suit, hein, comme tu disais, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui l'intéressent, donc du coup, on la suit dans ses intérêts et puis on lui propose, voilà. Mais après, on a peur, tu vois, là, quand tu m'as dit, ouais, j'ai eu plusieurs années d'harcèlement scolaire et j'en ai jamais parlé, tu vois, là, mon cœur de maman, il a fait. Ouais, ben, moi, j'ai eu la chance de voir. En gros, j'ai une demi-sœur qui a 40 ans, j'en ai 27, qui a du coup déjà des enfants. Et une de ses filles, donc ma nièce, que moi j'ai vue tout de suite en multipotentiel hypersensible. Et ma sœur l'a capté aussi tout de suite. Et en fait, comment ma sœur se comporte avec ma nièce, c'est, je pense, moi, ma façon la plus rêvée que j'aimerais que tous les enfants hypersensibles au potentiel puissent avoir. Petite interlude, si tu es nouveau ici, tu trouveras sur cette chaîne des interviews inspirantes, des documentaires, des vidéos d'astuces sur les thématiques de la multipotentialité et des profils et des parcours atypiques en général. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, eh bien tu as le choix de t'abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Allez, je te laisse avec la suite de l'épisode. Elle va la pousser dans sa différence. Et elle va l'encourager à s'affirmer et à vraiment à prendre sa place. Donc, c'est même pas qu'elle va la soutenir, c'est qu'elle va devenir ça. En gros, elle se comporte comme sa meilleure amie. Donc, en fait, elle va prendre des moments pour comprendre, prendre des moments juste pour écouter, prendre des moments pour faire avec elle. C'est très drôle, mais pendant 5 ans, ma nièce a décidé qu'elle était un dinosaure. Donc, elle a décidé qu'elle incarnerait un dinosaure. Du coup, ma sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, en fait, d'accord, je vais la suivre à 100% là-dedans. C'est parti. Donc, elle lui a acheté tous les Jurassic Park. Après, elle lui a tous les livres, tous les costumes. Et en fait, elle l'a suivi à 100%. Et plus les années ont passé, plus elles ont réussi à nourrir, en fait, cette complicité qui fait qu'aujourd'hui, elle lui parle de toute sa vie. Par exemple, elle lui dit, bah voilà, à l'école, c'est passé ça avec telle personne. C'est vrai que je me suis engueulée avec telle personne. Et en fait, ma sœur, elle écoute. Elle ne réprimande pas, elle ne juge pas, elle ne donne pas de leçons, elle écoute. Elle écoute et elle propose du soutien, des solutions. Et quand il y a besoin, elle soutient aussi parce que elle a rencontré, ma nièce a déjà rencontré quelques difficultés avec l'école par rapport au fait d'être surdouée, notamment dans la rapidité d'exécution ou rapidité d'apprentissage, le fait de sauter des classes, et des choses comme ça. Ma sœur, en fait, elle a tapé du poing. Et je trouve que ça fait tellement du bien d'avoir sa maman qui vient et qui dit, mais en fait, vous n'êtes pas assez informée sur le sujet. Parce que
Ma fille n'a pas de problème. Elle fonctionne différemment. Mais Et elle n'est pas un problème. elle n'est pas un problème, en fait. Et donc, vous allez aussi faire passer ce message-là dans vos classes, qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment. Et on va commencer à... Et du coup, après, je pense qu'elle a eu la chance aussi d'avoir des enseignants en face qui étaient très ouverts sur le sujet, mais ils ont commencé du coup à parler de ces sujets dans la classe par rapport au fait qu'il y avait ma nièce et que du coup, à informer sur qui fonctionnait différemment, sur les émotions, sur ça. Et je pense que tout est aussi une question de bonne rencontre, hein, forcément. Les humains qui traversent nos quotidiens et nos vies nous aident, nous tendent la main et c'est aussi comme ça qu'on peut passer à l'étape supérieure. Et je dirais que en tant que moi demain, si j'ai en tout cas j'avais un enfant, je mènerais ce combat avec lui. Voilà. Enfin, je ne jugerai pas. Oui, ouais, juste, non. je foncerai. Tu fais ça? Ok, on y va. Tu veux faire ça? Allez, c'est parti. C'est un peu ce qu'on C'est- fait, hein, mais C'est marrant que tu dises que ta nièce donc se prenait pour un dinosaure. Moi, ma fille, elle se prend pour une loutre. Mais vraiment, je te l'ai dit, mais c'était pas. C'est vrai. Toi, c'est ta mascotte, la loutre, et ça me faisait trop rire, tu vois, de discuter parce qu'elle Bah me ouais. dit souvent, elle me fait loutre, loutre, et puis après, elle fait les gestes, tu vois. Donc c'est exactement ça m'a trop fait rire. Trop mignon. moi, la mienne a regardé le concert de Taylor Swift et elle s'est dit qu'elle allait être Taylor Swift. Sauf qu'elle a 7 Voilà. ans et elle invente déjà des chansons et elle joue du piano. Et genre, les chansons, elle les écrit, c'est-à-dire que elle n'a aucune notion de musique, mais elle a déjà des chansons structurées avec des couplets, des refrains qui reviennent. Sa dernière chanson, c'est Stick Together, ça s'appelle. Parce qu'on habite en Irlande, donc en fait, elle est bilingue. Ouais. Donc elle écrit beaucoup, elle chante en anglais. Et ça me fait, enfin là, l'année prochaine, elle va pouvoir, parce que 7 ans, le problème, c'est que la musique, tu peux pas faire non plus des folies avant, tu vois. Donc elle va attaquer le piano l'année prochaine, normalement, si tout va bien. Mais c'est absolument fou, quoi, parce qu'elle m'a dit, ah, c'est trop bien, moi je veux faire ça, en regardant le concert de Taylor Swift. Je fais, bah, allez, on y va, hein. Alors du coup, on est à fond. En même temps, je lui changeais ses couches et on était sur du Queen et sur Don't Stop Me Now pendant que je lui changeais ses couches quand elle était bébé. Donc tu vois, il y a quand même une culture musicale Elle a assez été élevée. intense. Voilà. Mais non, mais voilà, c'est vrai que sur ça, on essaie de l'encourager, mais l'entendre, c'est vrai que je pense que c'est une des caractéristiques. Alors, je sais pas si toi tu l'as, moi je doute beaucoup de moi-même tout le temps. Alors, je sais pas si ça vient de mon hypersensibilité, je sais pas si ça vient de mon parcours, je sais pas si ça vient de tout ça, mais le doute est toujours très très présent. Et donc, du coup, même quand on essaye de faire bien les choses, Oui, on se dit toujours ah merde! Oui. Et s'il me manquait un truc? Le doute m'a beaucoup affecté pendant de longues années. Jusqu'au moment où j'ai dit stop. D'accord. Comment t'as fait? En fait, c'est-à-dire que je doutais de tout. Je doutais de moi, je doutais de mes décisions, je doutais de mon comportement avec les autres. Des fois, c'était même quand je passe un super moment avec quelqu'un. Et après, je me disais, mais en fait, est-ce que, oui, quand j'ai fait ça, est-ce que la personne a bien perçu et est-ce que là, j'ai pas été maladroite? Et en fait, qui faisait que je me compliquais beaucoup la vie et je me surchargeais toute seule de doutes et de questions alors que tout allait bien pour les autres. Alors, on m'a dit, non, non, tout va bien, t'as pas été bizarre. Ça va. Pas cette fois-là, en tout cas. J'ai beaucoup aimé vraiment cette phrase que j'ai dite là. T'es en fait, sûre? je me suis dit, écoute, je pense que ça a fait partie du moment où j'ai décidé que j'acceptais qui j'étais. Je me suis dit, les doutes, etc., j'en aurai toujours et c'est vrai que j'aime ma capacité à me remettre en question et d'avoir cette sensibilité des fois de me dire, ah mais est-ce que ce matin, j'ai pas été un peu froide avec telle personne? Bah, je vais aller revenir vers elle, tu sais quoi, juste au cas où. Et même si la personne n'a pas perçu, c'est pas grave, ça fait partie de mon côté attentionné et je l'accepte. Et je pense qu'à un moment donné, le doute a commencé à prendre de moins en moins de place à partir du moment où moi, Amandine, j'ai décidé que j'allais prendre ma place. Et que ça veut dire que j'accepte qui je suis, j'accepte mon hypersensibilité, je ne la remets pas en question, j'arrête de m'excuser d'être sensible, j'arrête de m'excuser pour mes émotions, j'arrête de m'excuser de faire attention aux autres, de faire attention à moi. Et je prends ma place, je m'affirme, j'ose prendre la parole quand on va me dire ah ouais, mais c'est parce que t'es sensible. Ça n'a rien à voir. Genre, et je tape du poing sur la table et je prends ma place. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre ma place, et donc à faire preuve de beaucoup d'auto-compassion pour moi, c'est-à-dire que oui, je fais des erreurs, et c'est OK, et j'arrête de m'incriminer, de me juger, de me mettre une peine de 10 ans chaque fois que j'en fais une. Et plutôt, en fait, je me dis, bah en fait,
t'as fait ce que tu pensais être bien sur le moment avec ce que t'avais. T'as fait une boulette, c'est pas grave. On avance et on verra plus tard comment on fera. On sait qu'en tout cas, on ne doit pas refaire comme ça. Allez, c'est parti. Et en fait, j'ai commencé à décider à me traiter moi-même comme si j'étais ma meilleure amie. Parce que l'amitié est très importante pour moi. Mes amis, c'est vraiment un pilier pour moi et j'ai besoin de les chouchouter, de les coucouner. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je suis capable d'être aussi tolérante, douce, avec beaucoup de compassion, avec le droit à l'erreur, avec tout ça envers mes amis, mais pas avec moi. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. En fait, parce que la personne avec qui je vais passer toute ma vie, c'est moi. Donc, ma meilleure amie, la première, même la personne de ma vie, la femme de ma vie, ça doit être moi d'abord. Et ensuite, je pourrais l'être avec les autres. Et donc, quand j'ai réussi à atteindre ce petit déclic, j'ai arrêté d'être intransigeante avec moi-même et j'ai commencé à être douce et à faire preuve de compassion. Et du coup, le doute s'en est en allé tout seul. En fait, ça a été plutôt c'était la conséquence. Le doute est parti parce que j'ai pris ma place. C'est pas parce que j'ai voulu chasser le doute. C'est parce que j'ai plutôt voulu arrêter de douter. Enfin, c'est plus j'ai voulu arrêter de me mettre sur le bas-côté. Ça marche. Et je vais te poser une question qui peut paraître un peu bizarre, mais pour quelqu'un qui n'arrive pas encore à faire ça, mais qui travaille très très dur pour essayer d'y arriver, est-ce que tu as un exemple concret à quoi ça ressemble de faire preuve de compassion avec toi? Est-ce que tu as un exemple récent que tu pourrais partager, par exemple, de ce que ça donne en vrai? Le premier, c'est comment tu te parles à toi-même. Je fais une erreur, tu vois. Ou, tu vois, par exemple, je sais pas, je vais essayer je te dis une connerie, j'essaye de lancer un service, et je vois que ça marche pas, parce que mon plan de communication, bah, il était claqué au sol. Voilà. Voilà, genre, pas pressé. Bah, il y a deux solutions. C'est soit je me dis, ah, mais je suis nulle, franchement, j'ai pas pensé à ça, mais alors qu'en plus, je fais de la com toute la journée, mais vraiment, j'ai déconné. Ou alors, je me dis, ah bah ouais, là, totalement. Là, c'est vrai que c'était un loupé, hein. Alors là, mais c'est pas grave, ça arrive des erreurs. Je ferai mieux la prochaine fois et au moins, j'ai essayé. En fait, déjà, dans le discours dans lequel tu te tiens toute la journée, ça va t'aider à créer une relation avec toi. En fait, je me suis dit, en fait, dans le quotidien, il faut se considérer comme si tu étais une personne avec qui tu voulais devenir amie. Ouais. Et du coup, bah, ça va être comment je me parle, ça va être les moments que je prends pour moi. Tu vois, mes amis, bah, je vais leur offrir beaucoup de cadeaux, je vais être là pour eux, je vais leur proposer du temps, des moments. Je vais leur dire, bah ouais, tu sais, quand ça te plaît pas, tu devrais dire non. Et du coup, je me suis dit, ok, tous les conseils que je dis à mes amis d'appliquer, bah, je vais les appliquer pour moi. Donc, je vais prendre du temps pour moi. Ça va être aller boire un café toute seule, aller lire un livre au soleil, m'autoriser dans la journée à arrêter tout ce que je fais pour juste, je sais pas, aller marcher avec juste moi, dire non à quelqu'un sans pour autant le vexer, mais juste lui dire bah là c'est pas le bon moment pour moi. Ce soir j'ai plutôt envie de prendre du temps pour peindre parce que j'en ai besoin. Et en fait c'est en gardant en tête tous les jours que j'essaye d'être ma meilleure amie. Si j'essaye d'être ma meilleure amie, alors j'essaye de créer un lien avec moi-même. Donc je vais me comporter comme quand j'essaie d'être amie avec quelqu'un. Avec douceur, avec du temps, avec de l'attention, avec de l'écoute. Beaucoup d'écoute. Moi, c'est un truc que je faisais pas avant. Genre, j'écoutais ni mon corps, ni ma tête, ni ce que je voulais. Mais je me calquais sur ce que les autres voulaient et attendaient de moi. Bah non, je me suis mis dans des états, c'est pas possible, quoi. Donc, on connaît bien. Ouais, je le vois dans tes yeux. Tu sens l'émotion qui monte. Du coup, à chaque fois, je prends un petit temps mort. Par exemple, on va me dire, je peux prendre des exemples du quotidien parce que c'est les plus simples. Ouais. On me dit, tu veux venir ce soir à la soirée? Je prends 5 minutes. Je dis, je regarde et je te dis. Je regarde et je te dis, c'est juste pour que je me pose et je me dise, ok, est-ce que j'ai envie ce soir de faire ça? Est-ce que j'ai les batteries nécessaires pour le faire? Est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie de passer du temps? Est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie de, je sais pas, ce soir, est-ce que je me vois sociabiliser? Ou est-ce que j'ai besoin, peut-être avec tout ce que j'ai épongé toute la journée, là, les émotions des autres, les stress, est-ce que ce soir, j'aurais pas juste besoin de passer du temps avec moi? Ou est-ce que je veux passer avec la personne que j'aime? Est-ce que je veux passer avec mes amis? Voilà, tu vois. Et en gros, je me pose des questions.
Non, Comme, mais bon. comme quand je le poserais à mon pote qui est coincé, qui sait pas quoi faire, je lui dis: «OK, t'as envie de ça ou pas? Est-ce que tu préfères ça ou ça?» Et ben, je le fais avec moi et après ça devient un automatisme. Du coup, Ça ça devient un marche. automatisme, donc tu crées une relation avec toi de confiance, donc tu t'autorises et tu commences aussi à être ton propre backup, tu vois? Genre, Mmh. c'est toi d'abord, tu pas besoin des autres, tu pas besoin de leur validation, tu pas besoin de leur accord, parce que tu te l'es déjà donné Mmh. et du coup, ça t'aide beaucoup à prendre ta place. Merci beaucoup. C'est pas simple, hein, j'ai bien estimé que moi, ça m'a pris, à partir du ouais, ça doit faire 4 ans que je suis sur le sujet D'accord, et OK, j'ai le temps du coup. je commence à être à l'aise, hein, je commence à être à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'y arrive pas, encore aujourd'hui. Mais c'est pas grave. J'imagine. Ouais. Genre, voilà. Le C'est chemin est long parfois. c'est marrant, c'est quelque chose que j'avais vu, je sais plus quel contenu qui en parlait justement, et il disait, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à votre enfant ou à votre meilleur ami, en fait, quand il vous arrive quelque chose? Parce que de temps en temps, on est tellement dur avec nous-mêmes, tu vois? Vraiment, on est intransigeant, on se dit: «Mais je devrais faire ça, je devrais faire ça», tu vois? Des choses que jamais tu conseillerais à ton meilleur ami ou si jamais tu as un enfant, à ton enfant, quoi. Et quand tu fais ce pas de côté et que vraiment tu te considères, Ouais. comme tu dis, comme une personne à part entière dont tu as la responsabilité aussi, beh, ça change beaucoup de choses, ouais, dans tes Mais tu sais décisions et ce dans tes qui comportements. tu sais ce qui est horrible par rapport à ça, c'est que je lisais, parce que c'est quelque chose, bah, forcément, toujours la même chose, maman, et donc du coup, je me pose beaucoup de questions. Et j'avais lu que ces questions, cette voix dans ta tête, en fait, elle vient de la somme de ce que tu as entendu autour de toi. Pas forcément par tes parents, mais par les enseignants, les coachs sportifs, etc. Tout ce que tu as entendu dans ton enfance qui se construisent. Et, euh, et du coup, en tant que maman, tu sais, je me dis, mais j'aimerais tellement qu'il y ait au moins une de ces petites voix dans la tête de ma fille qui soit là pour qu'elle se sente forte, pour qu'elle se sente capable, pour qu'elle se sente légitime à faire les choses, etc. Et c'est hyper dur. Et c'est pour ça que j'ai... Non, mais c'est ça. Et c'est hyper dur parce que quand toi-même, tu te sens pas comme ça, c'est hyper dur de transmettre ça, en fait. Donc, c'est ça. C'est une des beautés de devenir parent, je trouve, c'est que si t'as pas fait ce boulot-là jusqu'à présent, t'es obligé de le faire à ce moment-là si tu veux pas transmettre. Ouais, si tu veux, oui, entre guillemets, si tu, même si des fois tu le fais pas pour toi, peut-être que Ah, c'est ça. tu le fais En peut-être fait, pour ton enfant. bah, ça te met face à un mur, en fait. Ça te met Ouais. face à un mur où T'as plus le choix. En fait, Écoute, c'est ça. Je sais pas, parce qu'il y a C'est-à-dire, eu il y a eu des études sur ça, hein, comme quoi justement on était très bon pour donner des conseils, mais très mauvais pour les suivre. Tu vois? Je sais plus quelle étude, il faudra ouais, mais regarder, à mais tes voilà, parents, justement. quand tes parents, c'est pas justement, c'est pas des conseils que tu donnes, c'est ton quotidien qui marque tes enfants. C'est comment tu es au quotidien. Et si au ouais, quotidien, tu doutes tout le temps de l'autorisation. toi, C'est tu vrai, te c'est des actions qui parlent dévalorises, beaucoup, bien tu sûr. prends pas soin de toi, etc., Mmh, c'est ça bien qu'ils sûr, absorbent, en fait. Donc voilà. complètement. Euh, Du coup, alors, bon, bah, c'est bien parce que ça me confirme que je suis fan et pour une bonne raison. Je suis encore plus fan maintenant de toi, Amandine. Mais je suis Mais fan de vous aussi, donc ça marche. C'est une ouais, relation. c'est une relation qui se crée, trop bien. Alors, je sais pas si tu avais des choses que tu voulais rajouter sur ce sujet, sinon je propose, comme on arrive un peu au temps qu'on avait ensemble, si on passe à nos petites questions fun de la fin, ou s'il y avait quelque chose que tu voulais encore partager avec nous sur tout ce qu'on a dit, des conseils que tu voudrais donner ou ce genre de choses, un résumé, bref. Oui, je pense qu'il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le Vas-y. fait de faire l'éponge. Mhm. Moi, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte, euh, que en fait, toute la journée, j'épongeais les émotions des autres, la frustration dans l'environnement, une ambiance, et qu'en fait, je prenais donc mon éponge, tu vois, hop, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, et que le soir, je rentrais chez moi et j'avais des émotions, et c'était pas les miennes, mais je savais pas que c'était pas les miennes. Donc il y avait des jours où je pouvais être énervée, triste, euh, colère, frustrée, et en fait, je me disais, mais je comprends pas pourquoi je suis dans des états comme ça, ou je comprends pas pourquoi d'un coup je suis profondément triste. Et il m'a fallu, pour ma part, beaucoup là, j'ai fait du coaching pour apprendre à arrêter de partir avec les émotions des autres. Ça veut pas dire ne pas les ressentir et ne pas. Je suis toujours une éponge, hein. Et puis il y a des moments où j'arrive pas du On tout n'a pas le à. choix. On n'a pas le choix, Des de toute fois, je façon. pars avec, hein. C'est pas grave, je prends tes émotions, allez hop. En fait, il y a vraiment ce côté où des fois, j'aimerais, surtout quand c'est les personnes que j'aime, s'ils se sentent pas bien, j'ai envie de leur prendre leurs émotions, Mm. leur enlever cette peine
la prendre et moi la gérer. Je dis, ne t'inquiète pas, je la prends pour toi, je vais l'encaisser. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je veux pas que tu sois mal. Je t'aime trop pour que tu sois mal. Je vais tout prendre. Voilà. Donc j'ai tendance beaucoup à faire ça, en tout cas moi, avec les gens qui me sont chers. Mais sans me rendre compte, des fois dans mon quotidien, je me dis, c'est con, mais je vais passer devant un café, je vais voir quelqu'un de triste. En fait, je vais être triste. Et comment je fais? Je voulais pas être triste. Là, comment je me débarrasse ce n'est pas à moi. Et du coup, pour ma part, j'ai fait beaucoup de coaching pendant presque une année pour apprendre de passer à ce qu'on appelle, en tout cas, ce que ma coach appelait l'empathie humide et l'empathie sèche. L'empathie humide, c'est qu'effectivement, tu prends et tu gonfles et tu as ton éponge et tu en parles avec. Alors que l'empathie sèche, c'est tu comprends, tu te mets toujours autant à la place des autres et tu ressens autant leurs émotions, mais pour autant, tu ne pars pas avec le soir. tu ne pars pas avec le soir. Et chacun a son processus pour arriver à faire ça. Il n'y a pas une recette magique. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé de juste, si je me sentais dans un état comme ça, me dire, ces émotions sont-elles à moi? D'où ça vient? Et déjà, juste me poser la question, ça m'aide à me dire, ah bah celle-là, je suis pas sûre. Et à la laisser partir plus facilement. Et je pense que quand on est enfant, on est des éponges, beaucoup. Tellement. Beaucoup. Et que apprendre assez rapidement à, que ce soit, qu'importe l'âge qu'on a en fait, à savoir si les émotions qu'on porte aujourd'hui, c'est les nôtres, ça peut faciliter grandement le quotidien. Et ne plus voir les sensibilités comme un inconvénient. C'est ça. Et je pense, enfin, moi, c'est vrai que je m'en suis rendu compte quand je suis devenue maman et que mes émotions sont devenues ingérables. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on avait absolument zéro, enfin, en tout cas, moi, je n'avais reçu aucune éducation sur les émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion? À quoi ça sert? Comment on les reconnaît? D'où elles viennent? À quoi qu'est-ce qu'elles nous disent, en fait, etc. Et donc, du coup, la seule chose que j'avais appris, c'était à les cacher. À les cacher, à les dissimuler, à mettre le couvercle dessus, et ça faisait cocotte minute en fait, hein, tout simplement, comme on dit. Et c'est vrai que le fait d'avoir ma fille qui est hypersensible, on va pas tourner 15 ans autour du pot, et qui avait énormément de très 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 grosses émotions depuis sa naissance, ça oblige. Ça m'a obligée, moi, à travailler sur mes émotions. Et c'est vrai que j'ai pas encore eu ce côté-là, mais je pense que les circonstances externes ont fait que moi, ça m'a protégée. Mais ce que tu disais m'a parlé parce qu'à un moment donné, je travaillais sur un open space avec plein de personnes autour de moi. J'étais tout le temps en colère et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que j'avais des collègues qui étaient très sarcastiques et qui, en fait, parlaient d'un système qui était dysfonctionnel, donc qui déjà était difficile à vivre au quotidien, mais en plus, leur colère à eux venait décupler la mienne, et moi, j'arrivais pas à la gérer. Moi, elle devait sortir. Je te raconte pas comment mes managers m'adoraient à l'époque. Ça va? Mais bon. Enfin bref, on va pas en reparler. Mais le fait qu'il y ait eu le Covid, qu'on ait bossé à la maison et que maintenant j'ai conscience que je ne peux pas gérer, comme tu disais, hein, que je peux pas, en fait, que j'absorbe ces émotions-là et que moi, elles vont devoir sortir, en fait. Que je le décide ou pas, ça va devoir sortir. Donc, le fait d'en avoir moins et de gérer la quantité de choses que je prends, ça m'a énormément aidé. Mais c'est marrant parce que moi, du coup, le travail a plus été sur la reconnaissance des émotions que sur ce côté éponge, même si, en fait, il y est, maintenant que tu en parles, en fait, je le savais en fait, hein, je l'ai vu puisque je rentrais chez moi, je disais mais je comprends pas pourquoi je suis autant en colère en fait. Même si la situation est injuste, c'est pas moi un en petit sac fait. sur le dos, mais c'était pas à toi. Ah non mais c'est ça, et la fatigue que ça crée. Et quand tu t'en rends pas compte en fait, tu te dis mais je vais pas. En fait, il y a un problème dans ma tête. Quelque chose ne fonctionne pas chez moi, je ne sais pas ce que C'est ça. c'est. Je suis être contente, puis d'un coup je vais être triste, et puis d'un coup je vais être en colère, et puis d'un coup machin. Enfin, forcément, j'ai un J'aime problème. beaucoup le dessin animé vice-versa pour ça. Ouais, hyper intéressant, hyper Comprendre intéressant. les émotions, et je le recommande à tout le monde, même aux adultes, parce qu'il y Mais a oui, beaucoup de personnes dans mon entourage, tu vois, qui sont soit de mon âge, soit plus âgées que moi, qui n'arrivent pas à identifier leurs émotions. mais Je leur on dis a comment tu te sens? zéro. Je sais pas. Ouais, bon, devant vice-versa, tout de suite. Alors, t'as ça, moi j'ai. Attends, je vais te montrer ça. Si tu veux leur montrer, c'est une autrice que j'aime beaucoup.
C'est un truc que je conseille tout le temps. C'est un bouquin, c'est ma psy qui me l'a conseillé. Je sais pas Ouais. si c'est peut-être pas l'endroit, je sais pas. Ensuite, le mode d'emploi. Oui, Ouais. je Émotion, enquête et mode d'emploi, il y a 3 tomes. J'attends le 4 avec impatience. Il y a des explications. Alors, moi, je suis plutôt très scientifique, psychologue, enfin psychologie, etc. Donc, j'aime beaucoup les trucs hyper cartésiens. Là, il y a des trucs qui sont des fois un peu ce que j'appelle un peu youhou, avec des explications, un peu d'énergie, de machin. En vrai, donc au début, j'étais un peu en mode, mais en fait, c'est hyper sympa pour apprendre à visualiser quand t'es pas dans la technicité du truc. Et en fait, ça a été fait avec des psychologues, des psychiatres, etc. Donc, c'est une vraie enquête scientifique qu'elle fait, c'est juste qu'elle le vulgarise. Donc, effectivement, des fois, il y a des images qui sont simplifiées, forcément. Mais c'est hyper intéressant pour les adultes. Ça t'apprend à reconnaître tes émotions, ça t'apprend à apprendre à les gérer, comment tu les, etc. Au top. Donc, voilà. Euh, Puisqu'on parle de livres, je te propose qu'on passe aux questions de la fin, si tu veux bien. Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, est-ce qu'il y a un livre que tu nous conseillerais, que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, que tu aimes bien partager? Le premier mot en tout cas qui m'a marqué, c'est Hypersensible et heureux, Ok. qui m'a beaucoup aidé à un moment donné de mon acceptation de ma sensibilité, puisque j'avais ce cliché pour moi avant, mon hypersensibilité était un fléau. C'était horrible, c'était lourd à Mhm. apprendre à ce que l'hypersensibilité soit un atout. Et après, j'aime beaucoup ce livre, L'art subtil. Ça floute. De s'en foutre, ouais. De s'en Ouais, foutre. c'est pas grave. De On le Mark mettra. Manson, qui, en gros, c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est un guide à contre-courant pour être soi-même. Et l'art de s'en foutre des règles, des gens, des normalités, de ce qui est censé être fait. En fait, l'art de s'en foutre de cette espèce de bâton de bienséance que certains conservent, on s'en fout. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Et quand un endroit ne nous convient pas et que les gens ne nous acceptent pas pour qui on est, barrez-vous. Voilà. Voilà. Ouais, puis, Voilà. Et on n'est pas bien partout et c'est normal. Ouais. puis l'auteur Mark Manson, il a une plume absolument fantastique. J'adore. Ouais. Ouais, il fait des vidéos aussi. Enfin, c'est vraiment un gars. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait, quoi. Ouais. Ouais. Et après, ça, c'est un autre niveau. Quand on est un peu solide et qu'on a passé cette étape, j'aime bien le livre Avoir le courage de ne pas être raisonné, qui est un livre de Guy Trédaniel. Et en fait, vraiment, c'est vraiment pour moi le guide de se détacher du regard et de l'approbation des autres et de se donner l'approbation à nous-mêmes. C'est-à-dire que demain, moi, je suis dans une pièce, ça va être, enfin, il a déjà arrivé d'ailleurs. Je suis dans une pièce, il y a 150 personnes qui ne m'aiment pas. Ça ne me fait rien. Puisque, en fait, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais qui je suis, je sais profondément quelles sont mes valeurs, et si ces personnes-là ne m'apprécient pas, c'est OK. Parce que déjà, on ne peut pas apprécier tout le monde, peut-être que les valeurs que je véhicule vont à l'encontre des leurs, peut-être que la version que je suis de moi ne veut pas fonctionner avec la version qui sont d'eux actuellement. Donc, ce livre, moi, m'a beaucoup aimé, même s'il est pas facile à lire. Avoir le courage de ne pas être aimé, j'avoue que des fois, ça génère des émotions. Mais il fait du bien sur la partie approbation, par regard des autres. Top, merci beaucoup. Deuxième question, est-ce qu'il y a un truc, alors ça peut être une application, un exercice, un petit truc que tu fais au quotidien, alors au quotidien, régulièrement en tout cas, et qui t'aide au quotidien, je sais pas, quand... J'écris beaucoup pour ma D'accord. part. J'écris sous tous les formats, que ce soit sur mon ordi, sur un carnet. Je vais écrire mes émotions, comment je me sens, ce que je voudrais, tout comme les pensées qui me passent par la tête. Par exemple, si là je suis en train de faire un débat entre moi et moi sur, je sais pas, le fait d'être aimé ou ne pas être aimé, c'est des choses que je vais garder, que je vais beaucoup écrire et que je vais relire plus tard. Et la deuxième chose qui m'aide beaucoup pour ma part, c'est d'écouter énormément de podcasts. D'aller chercher des podcasts aussi qui sont pas confort. C'est-à-dire que je vais aussi pas forcément écouter des choses qui sont dans mon habitude. Je vais aller chercher des podcasts différents pour aller chercher des points de vue différents, pour comprendre encore plus les autres. Et il y en a un qui m'a beaucoup marqué récemment. C'est un podcast de Laurie Tillman, qui est une ancienne licence, qui s'appelle Comment tu fais toi? Et qui, du coup, interroge tous ces profils un peu dans la lumière qui ont été exposés soit par Miss France, soit par
la télé, soit par un succès, et Mhm. qui expliquent comment ils font, eux, pour gérer tout ça, et que finalement, être dans la lumière ou pas, on a tous les mêmes problèmes. Mhm. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Julien, tu veux poser la question d'après Ah, ou mais pas? t'étais bien parti. Moi, Ah, mais je si je continue, me je continue repose pour une alors. fois, c'est toujours moi qui Eh ben parle, c'est parfait, mais je fais les je interviews, continue. je suis Écoute, là bien, là, je je... profite, j'écoute Amandine, je t'écoute toi, j'apprends C'est des parfait. trucs, c'est cool. Eh Je ben je prends des continue notes. alors, il n'y a pas de souci. Troisième question, qu'est-ce que tu as appris récemment qui était en fait beaucoup plus facile que ce que tu imaginais avant de te lancer? Hmm. Alors, ce que j'ai appris récemment, c'est que parfois, euh, par exemple, quitter un travail, ça va être quelque chose qu'on peut euh, croire de très difficile et de drastique comme décision. Et pour autant, parfois, ça nous facilite la vie. Par exemple, ne pas, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je te dis, ne pas hésiter à partir. Hmm. Quand on sent qu'on n'est plus ou pas à sa place, ou quand on sent que c'est pas vraiment, ça vibre pas, ou que c'est pas, on n'est pas aligné, ou que ça marche pas avec la version de qui on est à ce moment-là, avec les valeurs qu'on veut véhiculer, etc. Euh, la- faire le tri, oser prendre des décisions qui sont pas simples. Je sais que dans la tête, on est en mode, mais je peux pas faire ça, c'est trop dur, il y a trop de conséquences. Et en fait, à partir du moment où on commence à en prendre une, et que du coup, cette décision nous permet de nous affirmer, par exemple, comment ça va être récemment, j'ai pu couper les ponts avec certaines personnes qui, je pouvais juger soit trop énergivores, soit n'étaient plus en alignement avec qui j'étais à ce moment-là. Hmm. Ça paraît compliqué parce qu'on se dit, ah, mais waouh, déjà, je peux me retrouver tout seul, Hmm. et attends, je vais m'isoler, et en même temps, non, parce que ça fait terriblement du bien de savoir de qui on s'entoure. Et c'est pareil que ce soit pour un lieu de travail, que ce soit pour un taf, que ce soit pour des relations. C'est ne pas hésiter à écouter, en fait, ce qu'on ressent, même si ça paraît tellement complexe, tu vois, de se dire, je peux pas quitter ça, je suis trop dedans. Genre, Hmm. c'est là depuis trop longtemps. Et ça paraît terrifiant, mais ça fait un bien fou. Et c'est ce qui permet aussi de changer sa vie, changer son quotidien, se sentir mieux et à vivre une vie qui nous va mieux. Parce que je sais que c'est une phrase bateau, mais la vie est courte, elle l'est terriblement. Hmm. Euh, et on n'a pas de temps à perdre, à ne pas être bien ou à ne pas être à la place qu'on devrait être. Donc c'est ne pas hésiter à prendre des décisions très complexes, même quand ça paraît très difficile. Merci beaucoup. Un jour, peut-être hors micro, on discutera de ce que ça signifie pour moi, ce que tu viens de dire, si tu veux. Carrément, sur une langue. Et enfin, pour notre dernière question, la question habituelle, puisque là, pour les gens qui nous écoutent, on a un petit peu changé les questions de la fin. Alors là, on revient quand même sur quelque chose de connu. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien et que tu aimerais partager avec les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent? Alors, j'ai pas une citation spécifique de quelqu'un en tête, Hmm. puisque ça dépend vachement des moments et de ce qui se passe en ce moment pour moi. Mais j'essaye de toujours garder quelque chose en tête, c'est euh, ne jamais arrêter de rêver et de rêver grand. Et c'est quelque chose que j'avais perdu, moi, depuis quelques années. Je n'osais plus rêver grand. J'ai l'impression que, voilà, la vie était comme ça, et puis c'est la routine, et puis de toute façon, voilà, tout le monde fait le même choix. Bah non, en fait. Genre, ça, ce n'est qu'une décision. T'as des rêves, ils sont fous, vas-y. Prends des décisions de malade. Casse-toi la gueule, s'il faut que tu casses la gueule. Euh, Plante-toi, fais des erreurs, mais va chercher tu vois, ce qu'il a à l'estomac, tu vois, Hmm. t'attrape. Et, et ouais, t'auras peut-être pas une vie classique avec métro, boulot, dodo, propriétaire à moins de 30 ans, et puis, tu sais, genre très rangé, voilà, Hmm. moi, mon samedi soir, je fais toujours ça. Bah, et c'est pas grave. Moi, mes samedis soirs, des fois, je les passe à bosser, des fois, je les passe à regarder des dessins animés. Et alors? Voilà, donc, rêve grand et n'arrête pas de rêver. Et quand bien même ça te paraît fou, c'est peut-être que tu tiens quelque chose. Ça marche. Moi, c'est ce que je me suis dit, hein. Quand je me suis dit, OK, je vais parler de SEO avec une autre, Oui, là, oui. rationnellement, tout le monde m'aurait dit, Amandine, tu es complètement tarée. Et ça ne va pas marcher. Et ça paraît totalement débile. Mon comptable, je pense qu'il m'aurait dit, mais pourquoi? Et
Bon, je me suis Quelle dit, idée. moi, je pense qu'il y a un truc, les gars. Moi, ça me paraît évident maintenant, personnellement. Mais c'est Ça ça. me paraît évident maintenant d'incarner un personnage qui paraît mignon et simple pour aborder des C'est sujets clair. complexes. Mais sur le coup, crois-moi qu'on m'a pris pour une tarée. Ah ouais, j'imagine. J'imagine. Mais en vrai, c'est hyper marrant parce que je crois que... Parce que, en gros, moi, je fais de la formation depuis que j'ai commencé à travailler, en vrai. Et je crois que le seul... Et en fait, j'ai aucun diplôme là-dedans. Le seul conseil que j'ai eu et qui me suit depuis, c'est... je me souviens, c'était ma prof de piano. Je faisais du piano et un jour, donc j'étais déjà ado, en fait j'ai commencé le piano assez tard, j'étais jeune adulte même, et il y a une gamine qui vient pour le cours d'après, et ma prof elle me dit, bah tiens Lauriane, tu vas lui expliquer comment on utilise la pédale. Et moi je suis en mode, putain c'est super compliqué, et elle me dit, alors non, en fait, peu importe le sujet, même si c'est hyper compliqué, tu commences toujours tes phrases maintenant dans ta tête par, alors c'est simple, tu vas voir. Et en fait, c'est le conseil que c'est la seule formation, c'est le seul diplôme que j'ai en Alors, enseignement, en formation. Et en fait, ça m'a suivi, c'est marrant, ça m'a suivi toute ma vie en disant, c'est simple, tu vas voir. Et en fait, quand tu as sorti l'outre sur le CEO sans migraine, je me suis dit, bah, en fait, c'est exactement ça. C'est en gros, tu crées ce truc psychologique de, en fait, c'est simple, tu vas voir. Et peu importe le sujet hyper complexe, ça met dans des dispositions pour se dire, ah, en fait, c'est accessible. En fait, moi aussi, je peux y arriver. Donc, ouais, moi, je pense que ma prof de piano, elle t'aurait dit que c'était un bon plan. tu vois, elle aurait dû parler avec mon comptable. On les aurait mis dans une pièce. Et là, il s'est dit, bon, faut qu'on discute. Tu vois, en fait. Bon, eh ben écoute, on va arrêter là ce podcast, pardon. Je te remercie énormément d'avoir accepté notre invitation, d'être venu et d'avoir passé ce moment avec nous. C'était vraiment hyper agréable. On mettra toutes tes infos pour ceux qui veulent te connaître un petit peu plus, parce que tu parles beaucoup de SEO, mais sur tes profils, tu parles aussi beaucoup d'hypersensibilité, de ton parcours et de tes multiples activités. Donc, je suis sûre que même pour les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le côté technique de ce que tu proposes, ton parcours peut être hyper inspirant. Donc, n'hésitez pas à suivre Amandine. On mettra tous les liens qu'il faut dans la description de peu importe ce que vous regardez ou écoutez. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est comme ça qu'on finit un podcast. Je sais plus. Mais je crois qu'on va le terminer comme J'approuve. Ouais, je crois qu'on va terminer comme ça. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup Amandine pour être venue partager ton parcours. Et au plaisir peut-être de refaire un épisode dans quelques temps. Ça serait trop chouette. Bon, au revoir tout le monde.